cette balado. Comme nous approchons des élections fédérales, nous avons demandé à 5 partis politiques s'ils étaient intéressés à nous présenter leur vision en environnement, en énergie et en nous adressant aux porte-parole. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Alexandre Boulris, que vous connaissez bien, qui est député de Rosemont-Petite-Patrie, puis également chef adjoint du nouveau Parti démocratique. Alors, M. Boulris, pour ceux qui ne le savaient pas, a été dans le domaine du journalisme, a aussi œuvré en action communautaire et également auprès d'un syndicat national de la fonction publique. Et il est en politique, comme vous le savez, pour le NPD. Monsieur Boulris, bonjour et merci beaucoup de nous faire l'honneur d'accepter cette invitation. Plaisir. Bienvenue dans Rosemont-Petite-Patrie, au Parc Molson. Ah, quel bel endroit. Oui, oui, c'est un bel endroit. Puis ici, pour ceux qui fréquentent le cinéma, cinéma vaut bien, de répertoire qui est institutionnel, on aime bien. Donc, merci à vous d'être avec nous. Je vous dirais, ma première question pour vous, M. Boulris, c'est qu'on sait que vous avez très peu de temps pour votre vie personnelle et vous vous présentez à nouveau dans votre comté. Qu'est-ce qui vous motive à poursuivre à nouveau, malgré le fait que vous avez très peu de temps? Puis vous avez 4 enfants, dont un plus petit aussi. Oui, qui rentre en 4e année cette année, puis une plus grande qui, elle, elle commence la 2e année du cégep, donc bien occupée. Mais je pense que le service public, je pense que travailler pour sa communauté, travailler pour les gens de son quartier, j'adore ça. J'adore ça. C'est des services où on peut vraiment aider les gens, aider les groupes communautaires, aider des projets de manière très concrète. Puis aussi, d'un point de vue peut-être plus politique, global, bien, on a un rôle à jouer. Moi, je suis un homme de gauche, je suis progressiste, je suis un socialiste. Je veux que ces idées-là, que ces valeurs-là aient une voix, qu'ils soient entendues, que ça pèse dans le débat public, dans le débat démocratique. Donc, des fois, quand on dit, bon, ben, si c'est pas moi qui le fais, ça va être qui, tu sais? Puis là, j'ai décidé à un moment donné de me lancer il y a 10 ans et je suis encore là. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ce travail-là. Donc, toujours aussi motivé. Toujours aussi motivé et je veux continuer d'apporter cette voix-là, cette combativité, ce souci des gens plus démunis, des travailleurs, des travailleuses. Donc, c'est vraiment comme le rôle du NPD, le rôle que moi, je me suis donné. Tant que les gens de Rosemont-Petite-Patrie vont me faire confiance, je veux continuer avec eux autres. Puis vous avez dit les gens démunis ou les travailleurs, ça fait partie de votre parcours, d'avoir travaillé pour des gens démunis quand vous avez travaillé en action communautaire, puis aussi pour les travailleurs quand vous avez travaillé pour le syndicat de la fonction publique. Exactement. J'ai été journaliste 4 ans à LCN et TVA. Et j'ai commencé à faire mon action syndicale là-bas. Ah bon? Oui, pour défendre les droits des travailleurs non permanents, des plus jeunes, des jeunes travailleurs en fait, qui étaient des temporaires. Ensuite de ça, j'ai quitté, j'ai été travailler pour un groupe communautaire, l'Union des travailleurs accidentés de Montréal, où on aidait les gens à préparer leurs dossiers quand il y avait des accidents de travail face à la CSST pour être capable, aujourd'hui c'est un autre nom, là, mais à l'époque c'était la CSST. Ça ressemble. CNSST. CNSST, oui, on dirait que c'est plus facile de dire CSST. Pour être capable d'avoir des compensations pour leur accident de travail, leurs lésions professionnelles. Et puis après, oui, j'ai fait le saut pour faire des communications pour le syndicat canadien de la fonction publique. J'ai fait ça pendant 9 ans. Donc, toujours l'idée de la justice sociale, de la revendication des droits, puis d'être capable permettre à tout le monde d'avoir une vie digne. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Même quand j'étais élève à enfant au primaire, j'étais vraiment celui qui allait défendre celui ou celle qui se faisait comme Ah oui, fait que c'est dans vos gènes. J'ai une espèce de gêne de défenseur, en fait. Oui, mais c'est très beau, de vouloir aider les gens. Bravo. Merci. Alors, l'autre question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous êtes satisfait du travail accompli jusqu'à ce jour par vous? Après ça, on pourra parler du parti, mais vous-même? Écoutez, c'est une question qui est un peu piège. Je voulais pas que ce soit le cas, là. Parce que je voudrais pas tomber dans l'autosuffisance en disant oui, c'est super le fun. Parce qu'on a eu des victoires, on a fait des choses dans le quartier pour des citoyens, pour des gens, puis on a vraiment aidé. En même temps, la liste de choses à faire est immense. Et tu finis jamais, en fait. Il est décédé. C'est pour ça que vous voulez continuer, d'ailleurs. On veut continuer, c'est ça, il y a encore des choses à faire. Je me rappelle, quand on est nouveau député, on reçoit une formation. On reçoit plusieurs formations de la Chambre des communes. Une d'entre elles est donnée par des députés plus expérimentés de toutes les formations politiques. Et je me rappelle d'un député libéral, Maurice Bélanger, qui est malheureusement aujourd'hui décédé, qui a été député pendant 17 ans ou 19 ans. Et il nous racontait, quand j'ai été élu, j'ai fait la liste des choses que je voulais faire dans ma première semaine.
Puis il dit, depuis ce temps-là, je suis toujours en retard. Aïe, aïe, aïe. Hein? Alors que lui, il pensait régler des Régler choses des aussi choses rapidement. aussi rapidement que ça. Alors, oui, il y a des choses on a faites. On a aidé des groupes communautaires à acheter un immeuble à CSDM pour être capable de devenir propriétaire et rester dans le quartier. Ça, c'est des choses. On a empêché des déportations, des fois, de gens qui se faisaient expulser du pays. Hey. On a obtenu des visas de travail, des visas étudiants pour des gens. Donc, vraiment, localement, on a fait des batailles pour la livraison de courrier à domicile avec Post Canada, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a faites, beaucoup de choses qui restent à faire. Encore. Ouais. Puis qu'est-ce qui est le plus difficile en politique? Bien, je m'excuse, ça va avoir l'air un petit peu cheesy, là, mais c'est l'éloignement de la famille. Ah oui, mais... C'est un peu évident comme réponse, mais Non. passer 4-5 jours à Ottawa de suite, ben, tu manques des soupers avec tes enfants, avec ta conjointe. Des moments importants, des moments j'imagine, des importants. graduations ou des choses comme ça. Oups, j'ai frappé le micro. Un des pires moments, puis là, je ne veux pas attirer de la pitié, mais c'est juste un vrai moment. C'est juste un témoignage. En 2011, on vient d'arriver au Parlement, on est avec Jack Layton, on a l'opposition officielle pour la première fois. Et une des grosses batailles, c'est appuyer les postiers, les facteurs et les factrices qui sont en conflit de travail, qui nous demandent d'éviter une loi spéciale de retour au travail. Donc, on fait un filibuster au Parlement. Un filibuster, c'est des manœuvres dilatoires parce que pour gagner du temps. Alors, on va commencer à parler, les députés du NPD, le jeudi midi. Et pour donner du temps aux syndicats d'essayer de régler puis avoir une entente, on va parler sans arrêt, jour et nuit, pendant 4 jours. Et moi, j'avais prévu rentrer à Montréal le jeudi soir ou le vendredi. Et le samedi, c'est la fête de mon petit. Oh, le plus petit. Qui va fêter ses 1 an. Aïe, aïe. Et il faut que je reste à Ottawa parce qu'on fait la bataille pour les travailleurs des postes jusqu'à dimanche midi, finalement. Et le samedi, ben, je suis pas à la maison. Et je reçois une photo de ma blonde avec le petit, avec son gâteau de fête, puis la chandelle dessus, tu sais. Puis je suis pas là. Oh non, ça, je peux comprendre. C'est des moments difficiles. Ça c'est difficile. Et j'ai des collègues de travail à l'époque, tu sais, à qui je montre la photo, puis ils font comme... Bienvenue! Habitue-toi. Oui, j'imagine. Bon, aujourd'hui, au moins, il y a Skype ou la possibilité d'être en... Les courriels, même par Instagram, on s'envoie des messages, tout ça. C'est plus facile. Ça, c'est bien. Comme vous êtes l'équivalent du lieutenant du Québec pour le NPD, comment vous compareriez le Québec avec les autres provinces en matière d'environnement, d'énergie? Alors, c'est une espèce de bilan mi-figue, mi-raisin. Parce que on est extrêmement chanceux d'être assis sur un socle de pouvoir hydroélectrique. Ah oui. Hein? Hydro-Québec, c'est une grande fierté pour nous, pour tous les Québécois. Et ça fait en sorte qu'on a un bilan carbone qui n'est pas si mal que ça, parce qu'on a cette ressource-là. Mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Fait que là, ça, c'est le côté positif. En même temps, il y a des choses où on a vraiment besoin de beaucoup travailler. On est la province où les gens achètent le plus des SUV. Les voitures qui consomment le plus d'essence. Beaucoup plus que les autres provinces. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on pourrait améliorer. Nous, on offre des programmes sur l'électrification des transports publics et des transports individuels pour acheter des voitures. Dans votre plateforme, dans notre comme vous dites, oui, c'est ça. Pour l'achat de véhicules zéro émission, que ce soit électrique ou que ce soit hydrogène. Vraiment un gros effort de transition à faire là-dessus, au Québec puis au Canada, puis au Québec particulièrement parce qu'on achète beaucoup de SUV. On a aussi des gros défis. Nos capacités de recycler véritablement ce qu'on met dans le bac à recyclage n'est pas là. On a des études, des rapports qui sortent et qui se ramassent finalement au dépotoir. Et ça a un effet dissuasif. Hein? Ça a un effet dissuasif parce que les citoyens se disent à quoi ça sert que je fasse le tri puis que je fasse cet effort-là si à la fin, ça ne fera pas de différence. Et ça, je suis vraiment pas content de ça. Nous, on veut que le gouvernement fédéral soit un partenaire des villes puis des provinces, puis qu'on s'assure qu'on a les ressources et les moyens pour que ce qui est envoyé au bac à recyclage soit réellement recyclé. Et en ce moment, au Québec, on n'a pas un très bon bilan là-dessus. Non, puis ça prend des débouchés. Hein? Alors, il faut trouver ces débouchés-là aussi. Alors, il y a beaucoup à faire de ce côté-là. On le voit dans le dossier du plastique. Exactement. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait eu une commission parlementaire au Québec la semaine dernière sur le verre. Oui. Donc, oui, avoir la consigne, ça serait vraiment un pas dans la bonne direction. Nous autres, on appuie ça. Puis c'est drôle, j'ai déjà été en Mauricie, rencontrer des gens qui ils font des petites pastilles de plastique avec les contenants de
quand vous avez du détergent, par exemple, Oui, à la oui, maison, c'est un oui. plastique assez épais, Oui, assez oui. dur. Et numéro 2 qui l'appelle, Oui. je pense Ah que ma oui, mémoire est les, bonne. de 1 Il y a des à... Oui, gradations. effectivement. Et eux, après ça, avec les pastilles, ils vont le refondre et ils vont faire des tuyaux. Des tuyaux qui vont servir soit à des municipalités ou à des agriculteurs pour l'irrigation Oui, des oui. sols. Et eux autres, ils manquent de plastique numéro Ah, 2. donc, des Il y a débouchés. des débouchés qui existent, puis il y a des gens qui sont capables de faire des choses avec ça. Et une des choses qui m'expliquait qui était dommage, c'est que les tuyaux qu'ils font, ils les vendent aux agriculteurs ou ils les vendent aux municipalités, mais ils ne peuvent pas les vendre au ministère des Transports du Québec. Ça ne correspond pas à Qui leur correspond pas à leurs devis. Donc, oui, Il y a effectivement. des choses qu'on pourrait ajuster. Oui. Puis, est-ce que vous, personnellement, vous avez eu à porter des dossiers d'environnement ou d'énergie à titre de député? Bien, moi, je suis porte-parole en environnement pour le NPD. Donc, dans les dernières années, c'est sûr que j'ai beaucoup travaillé, je vous dirais, tu sais, sur... J'ai eu des interventions pour protéger la carpe ou alors les belugas ou alors la rainette faugrillon, une sorte de grenouille avec des projets d'expansion, tout ça. On fait toutes ces choses-là, les pesticides également. Mais les deux gros dossiers sur lesquels j'ai travaillé dans la dernière année, c'est évidemment l'achat du pipeline Trans Mountain par le gouvernement libéral de M. Trudeau, auquel on est totalement, évidemment, opposé, qui va nous coûter à peu près 15 milliards de dollars, c'est-à-dire 4,5 milliards pour acheter le pipeline, 9,7 pour l'agrandissement, passer de 300 000 barils par jour à 900 000. C'est la pollution équivalente à 3 millions de voitures de plus dans nos rues et on trouve que c'est un mauvais investissement. L'autre dossier sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le projet de loi pour changer l'évaluation environnementale fédérale. C69, C69, que nos membres connaissent très bien. Que vous connaissez très bien, oui. Bon, ben, j'ai travaillé là-dessus. Qu'il y a des choses sur lesquelles on était d'accord, qu'il y avait des pas en avant. Là où on avait beaucoup de réticences, par contre, c'est le début puis la fin du processus. Oui. La liste de projets qui sont inclus n'est pas assez grande Okay. à notre goût. Les critères qui sont sur la table pour dire quels projets vont être évalués par ce nouveau processus-là sont assez flous et ne sont pas assez complets. Okay. On pense qu'il y a beaucoup de projets qui vont passer en dessous du radar puis qui ne seront pas évalués. Okay. Donc, si on a un bon processus, c'est le fun. Mais si le projet n'est pas évalué du tout, ça donne rien. Okay. Donc, on a vraiment une réticence par rapport à ça. OK. Fait que ça, vous avez eu à travailler sur lui. Beaucoup, oui, c'est ça. Puis, est-ce que votre parti a une vision particulière que vous pourriez nous présenter sur l'environnement et ou l'énergie? Oui. Nous, évidemment, on plaide, on est très conscient de l'urgence climatique, des objectifs qui sont fixés par le GIEC. J'étais personnellement en Pologne, à Katowice, pour la COP 24 au mois de décembre dernier. Allez-vous être au Chili? Bien, on va voir si je suis réélu. Ça ne dépend pas de moi, mais oui, j'aimerais bien ça y être. Et puis, vraiment, on a 10-11 ans pour être capable de faire le virage qui est nécessaire. Donc, pour nous, fin des subventions aux entreprises pétrolières et gazières, on redirige cet argent-là vers les productions d'énergie renouvelable. On change le mandat d'Exportation et Développement Canada. Il y a aussi beaucoup de subventions aux entreprises pétrolières là-dedans. Ça ne paraît pas trop, mais c'est même plus important que ce qu'on trouve dans le budget fédéral. Okay. Et on veut investir dans le transport en commun, dans les énergies renouvelables, dans les rénovations éco-énergétiques, aider les citoyens à changer leurs toits, leurs fenêtres, évidemment leurs portes pour que ça leur coûte moins cher d'électricité, puis l'électrification des transports dont je parlais tantôt. Donc, on a un document qui s'appelle « Le courage d'agir », qui est assez exhaustif. Et on s'est beaucoup basé sur le Green New Deal aux États-Unis, du Parti démocrate avec Alexandria Ocasio-Cortez, où on dit il faut être capable de faire ce virage-là. Il y a une urgence à le faire, mais il faut le faire en respect avec les travailleurs et les travailleuses. Et c'est ça l'aspect où nous... La transition doit se faire avec les communautés puis avec les gens. Donc, dans notre plan de changement, de lutte au changement climatique, on a une partie de formation de la main-d'œuvre. Ah oui, ça c'est une bonne chose. On ne peut pas faire ça sans avoir les travailleurs et les travailleuses. On ne peut pas leur dire, ben tant pis pour toi, c'est fini. Vous perdez vos emplois. C'est ça. Comme on a fait malheureusement au Québec avec l'amiante, ça a été très difficile pour ces gens-là de Thetford Mines. On ne veut pas répéter cette erreur-là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir de la formation de la main-d'œuvre pendant que les gens sont en emploi, en prévision du nouvel emploi qu'ils auront à avoir après. Parce que c'était la bonne chose de fermer les mines d'amiante au Québec. C'est un produit dangereux, cancérigène, mais on ne l'a pas fait avec les travailleurs. Alors, c'est une volonté de venir en aide aussi. Encore une fois, oui, c'est ça. Avec les travailleurs. C'est avec les gens.
Est-ce que pour vous, il y a une compatibilité entre développement durable, protection de l'environnement et développement économique? C'est une question que j'aime poser Oui, aux oui, gens oui. parce que c'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps facile, puis oui, il y a une manière de concilier le respect de la planète, des écosystèmes puis de l'environnement avec un développement économique. Mais le développement économique, il doit être basé sur d'autres choses qu'une consommation effrénée et sans fin. Une Consommation des ressources, vous Des voulez dire? ressources, c'est ça. Et je pense qu'on peut avoir, premièrement, des bons emplois en énergie renouvelable. Au lieu de construire un tuyau qui sert à faire un pipeline, tu peux construire un tuyau qui sert à faire une éolienne, à faire un panneau solaire, qui va être capable de produire de l'énergie dont on a évidemment besoin. Puis il faut réorienter ça. Donc, on peut avoir une économie qui va la main dans la main entre l'environnement et le développement économique, mais on ne veut pas le faire, nous, de la manière que les conservateurs et les libéraux le font. Parce qu'il y a beaucoup de beaux discours, mais après ça, il y a peu d'action. Il faut que ça soit réel et qu'on fasse véritablement ce changement-là. Quand on regarde, par exemple, juste les autos électriques, le pourcentage d'autos électriques qui est vendu en Allemagne, en Norvège ou en Suède est tellement plus élevé qu'ici. En Norvège, on parle de 40 des voitures qui sont électriques, qui sont vendues sur le marché. Au Canada, on est à 1 1 Alors, on peut construire des autos électriques qui seraient québécoises, qui seraient canadiennes, et qui serviraient à produire des bons emplois puis être capable de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Fait que oui, ça doit aller ensemble. Ça, c'est. Est-ce que, parce que vous venez de parler de la Norvège, puis je vais faire juste une petite parenthèse, est-ce que l'achat, entre autres, du pipeline, est-ce que vous pensez que les revenus pourraient être réinvestis dans les technologies vertes? Le pipeline qui a été acheté par le gouvernement? C'est une des choses que les libéraux nous annoncent comme étant Une possibilité. Nous, ce qu'on dit, c'est que les évaluations les plus optimistes de revenus venant de ce pipeline-là, c'est 500 millions de dollars par année. OK. 500 millions de dollars par année. Si l'achat et l'agrandissement du pipeline nous a coûté 15 milliards, ça va prendre 30 ans avant qu'on rembourse ce 15 milliards-là et qu'on commence à avoir des revenus pour être capable d'investir dans les énergies renouvelables. Donc, c'est pas réaliste. D'où votre position. Notre position. Okay. Je ne veux pas attendre 30 ans. Et ce 15 milliards-là aurait pu être investi aujourd'hui pour faire d'autres choses. Très bien. Alors, ma prochaine, vous nous avez parlé de votre action en changement climatique aussi. Est-ce que vous étiez en faveur de la loi sur la tarification carbone? Oui. Oui? Oui. Et ça, c'est quelque chose où on défend ce qui a été mis sur la table par le gouvernement libéral. Et là, c'est rare que vous entendez un député de l'opposition qui dit qu'il est d'accord avec le gouvernement, mais ça arrive. Ben oui, ben oui. Il faut être comme honnête et puis dire, c'est un outil qui est, ce qu'on dit souvent, qui est nécessaire, mais non suffisant. Pour mettre tout le monde sur le même pied, hein, d'une province à l'autre. D'une province à l'autre. Nous, au Québec, on participe déjà à la Bourse du carbone nord-américaine avec la Californie et les États de Nouvelle-Angleterre. Donc, ça va s'appliquer à certaines provinces canadiennes. Je pense que tout le monde doit faire un effort. Je pense que le gouvernement fédéral a une responsabilité là-dedans. Je pense que taxer la pollution ou donner un prix sur le carbone est une bonne chose. Nous, par contre, ce qu'on dit au NPD, il faut avoir plus que ça. Il faut arrêter de donner des subventions aux entreprises pétrolières. C'est les autres mesures, les autres politiques publiques qui ne sont pas là encore. Et qui font en sorte qu'aujourd'hui, premièrement, ça a pris 4 ans au gouvernement libéral avant d'avoir cette tarification du carbone. Ça a été long, là. C'est vraiment vous auriez souhaité que ça se fasse plus tôt. Beaucoup plus tôt, en fait, c'est ça. C'est la transition. Ils sont un peu traînés les pieds sur cette question-là. Puis, il y a d'autres choses où on n'a pas encore investi assez en énergie renouvelable, en transport en commun, en électrification des transports. Puis, en ce moment, le gouvernement libéral de Justin Trudeau rate les cibles de Stephen Harper en termes de réduction de gaz à effet de serre. Le ministère de l'Environnement, non seulement la commissaire Julie Guelfand, dont on parlait un peu plus tôt, mais le ministère de l'Environnement nous dit année après année qu'on s'éloigne des objectifs de 2030. L'Environnement et Changement climatique Canada. Hein? Oui, on parle toujours on parle vraiment du ministère de l'Environnement fédéral. ministère de l'Environnement fédéral. Là, c'est pas un groupe de pression, c'est pas des énervés ou quoi que ce soit. Ça vient vraiment du ministère. En 2017, on allait rater les cibles de 66 mégatonnes. En 2018, ils nous ont dit qu'on va rater les cibles de 79 mégatonnes. Donc, on ne va pas dans la bonne direction. Donc, vous souhaiteriez accélérer pour la transition, vous souhaiteriez qu'elle soit plus rapide? Beaucoup plus rapide. Parce qu'en ce moment, on regarde les projections d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030. L'objectif de l'accord de Paris, c'est 513 mégatonnes. On risque d'avoir 792. Et nous, on se fie au GIEC qui dit qu'on devrait plutôt être à 385. Et
c'est le fun. Catherine McKenna, elle a des beaux discours, elle dit toutes les bonnes choses, mais le bilan réel concret, il n'est pas satisfaisant. Oui, puis c'est moi qui travaille avec les entreprises, je dirais, il y a aussi Oui. préparer les entreprises Préparer les entreprises, progressivement. oui, parce qu'il y a les citoyens qui doivent faire leur part, il y a la réglementation, puis l'État qui doit faire sa part, il y a les entreprises qui doivent faire leur part. Mais en tenant compte de la compétitivité Aussi, internationale. internationale, Ouais. mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le monde qui sont, très conscientes de l'urgence Ah d'agir. Oui. Et moi, je rencontre des jeunes entrepreneurs, puis des entrepreneurs ici à Montréal, puis dans Rosemont Petite Patrie, ils veulent. Ils veulent avoir des entreprises carboneutres. Ils veulent avoir une conscience. Ils ont une conscience environnementale. Oui, une empreinte. Et c'est pas incompatible avec la possibilité de croissance, puis de développement, puis de faire des profits. Ouais. Puis au contraire, moi, je pense que c'est un avantage compétitif pour attirer des actionnaires, d'avoir justement le meilleur bilan environnemental possible. Attirer des entreprises C'est ça, aussi, oui. sur le territoire. Parce que sinon, on va se faire damer le pion par des gens qui vont être meilleurs que nous, qui vont développer des meilleures technologies moins polluantes. Sur d'autres territoires. Sur d'autres territoires, que ce soit au Danemark, en Espagne, en Allemagne, etc. Il faut qu'on soit à l'avant-garde de ça. Parce que ça va nous permettre aussi d'attirer des entreprises puis d'être capable de vendre nos services à l'étranger par la suite. On a regardé, on a discuté de différentes questions. Et nous terminons toujours avec des petites questions, 5 petites questions où on s'est inspiré de ce que Bernard Pivot, un animateur, faisait avec son émission Apostrophe. Oui. Et on l'a adapté, bien sûr. Puis, je peux vous les poser? Bien sûr, avec plaisir. La première question, c'est est-ce que vous avez un mot préféré dans le vocabulaire du développement durable? Oui, et mon mot préféré, c'est réduction. Oui, oui. C'est C'est réduction. cohérent avec ce que vous avez dit pendant notre discussion. Parce que la réutilisation puis le recyclage, c'est bien, mais si on peut réduire au départ, c'est encore mieux. Parce que ça évite la surconsommation, puis ça évite les déchets, ça évite la surproduction également. Et je pense que réduire notre achat de gadgets qui ne sont pas exactement utiles, c'est une bonne chose. Puis on peut dépenser cet argent-là pour d'autres choses par la suite. Aller au cinéma, c'est pas polluant. Aller voir un spectacle d'un artiste, d'un musicien, aller visiter une galerie d'art, acheter une toile, une œuvre. Et ça ne va pas avoir d'impact environnemental, puis ça va encourager les artistes de la communauté. C'est bien. Est-ce que, la deuxième question, je vous dirais, est-ce que vous avez une personne que vous admirez dans le domaine du développement durable? Bien, c'est pas quelqu'un dans le domaine du développement durable, mais j'ai été le chercher puis je le colle à ça. OK. OK? C'est Hubert Reeves. Ah, bien oui, C'est l'astrophysicien Hubert Reeves. Quand j'étais plus jeune, j'allais voir ses conférences aux belles soirées d'automne à l'Université de Montréal. C'est quelqu'un qui m'a toujours guidé, qui m'a toujours inspiré, puis qui maintenant parle beaucoup d'environnement puis de nouvelles manières à avoir des liens avec la nature qui sont plus sains, en fait. Oui, bon, on comprend. Oui, c'est toujours une personne qui inspire encore aujourd'hui. Je vous demanderais aussi, sur une échelle de 1 à 10, où vous pensez que le Canada en est en termes de développement durable? En termes de développement durable, je pense que le Canada performe assez bien sur la scène globale. Je suis critique, je suis un député de l'opposition, mais je nous mettrais un genre 6 à 7 sur 10. C'est bien, oui. Et parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. La transition pour amener les communautés de l'Ouest vers des énergies renouvelables n'est pas encore assez là à notre goût. Alors que, par exemple, l'Alberta a un potentiel de développement d'énergie renouvelable incroyable qui n'a pas encore été exploité du tout. Qui amorce. Qui amorce, et il y a beaucoup d'emplois disponibles futurs qui sont là. Le Québec, je vous mettrais peut-être une note un peu mieux. J'en parlais tantôt, grâce à Hydro-Québec et grâce aussi au BAP. Notre processus d'évaluation environnementale au Québec est vraiment exemplaire. C'est jamais parfait, mais il est de loin supérieur aux évaluations fédérales qu'on connaît en ce moment. Tel qu'il l'était avant C69 ou tel Même qu'il est... maintenant. OK. Même après, le BAP est encore meilleur. Bien, peut-être que vous y avez répondu, mais je vais vous la poser quand même. Qu'est-ce que vous diriez, de quoi le Canada devrait être le plus fier en développement durable? De quoi on devrait être le plus fier en développement durable? Je pense qu'on a une réelle préoccupation d'avoir des parcs nationaux, de conserver la nature, d'avoir un pourcentage significatif de la mer, également des terres, qui sont des zones protégées où on veut laisser la nature, les écosystèmes, la faune, la flore se développer. Il y a eu une annonce récemment du gouvernement fédéral où il annonçait qu'il allait
étendre ce pourcentage-là Oui, des zones protégées. Nous, on est très d'accord avec ça. On a ça dans notre plateforme aussi au NPD. Je pense qu'on est un pays de nature, de lacs, de rivières, de forêts. Il faut en être très fiers, puis je suis content qu'on soit capable d'en protéger. C'est bien. Et puis ma dernière question. Oui. Entre un animal, une plante ou un arbre, en quoi vous souhaiteriez être réincarné si c'était possible? Si c'était possible, j'aimerais ça être réincarné dans un animal. Et puis, vraiment, mon animal préféré, c'est la loutre de rivière. Oh! Et pourquoi? Et pourquoi? Je suis quelqu'un qui vient du domaine de la natation. Oui? J'ai fait de la natation de compétition, j'étais sauveteur, surveillant sauveteur aussi, puis coach. J'adore être dans l'eau. Et puis, les loutres de rivière, quand on regarde des vidéos, ils ont vraiment l'air d'avoir trop de fun. Ils ont vraiment l'air de triper ben raide, à nager, à se pitcher partout dans la rivière, à aller contre le courant. Alors, j'aimerais ça avoir du fun comme eux autres. Ah, c'est bien. On voit que vous êtes un bon vivant. Puis on voit que votre formation en sociologie, elle vous suit encore, dans ce qu'on a entendu aujourd'hui. Voilà. Ça fait un plaisir de faire cette conversation avec vous. Je vous remercie beaucoup, M. Wallerus. Ça me fait plaisir. Et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup.